Bonsoir à tous, c'est toujours avec un immense plaisir que nous vous retrouvons tous les mardis dès 23 heures dans le cadre de votre émission Le Monde Inconnu pour échanger avec vous, pour partager avec vous tout ce qui relève de la spiritualité, de la métaphysique, de tout ce qui est... Allez dire quoi, patriarche? Hmm. Bonsoir, Ouais, patriarche. et tout ce qui est Je vous laisse continuer. paranormal, non? Paranormal, quoi Ouais, d'autre? ouais, parce que d'autres gens pensent qu'il y a le monde naturel et le monde surnaturel. Hmm, Bon, pourtant, tout est naturel. d'accord. Voilà. Au programme ce soir, vous aurez la chronique qui va se faire en deux parties. La réflexion et l'évocation, la page pratique, la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages au numéro qui va s'afficher au bas de l'écran. Alors, je vous ai déjà présenté le patriarche que vous connaissez tous, qu'on ne présente plus. Alors, ce soir, nous continuons avec l'école. Oui, c'est la période. Professeur Herman Yaglipot, ce soir, vous revenez sur l'école, le scientisme et la science. Pourquoi? Parce que on n'a pas ressorti le pourquoi le côté occulte de l'école entacherait l'évolution spirituelle des apprenants, des étudiants. Bon, ce soir, on va essayer tant bien que mal de le faire. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, nous vous proposons la première partie de la chronique. École, scientisme et sciences. Première partie. Nous nous penchons sur la perspective occulte de l'école. C'est l'occasion de savoir si l'école fait prospérer le scientisme en formant des scientistes, ou si elle s'intéresse à la promotion de la science. L'éducation moderne se trouve à la croisée des chemins. D'un côté, elle proclame son allégeance à la science, moteur du progrès et de la civilisation, et de l'autre, elle glisse insidieusement vers un scientisme rigide, érigé en dogme aveugle. Mais dans les profondeurs de cette tension se cache une vérité occulte qu'on peut oser contempler, l'école. Telle que nous la connaissons, est-elle un véritable sanctuaire de la connaissance, ou bien le théâtre d'une dérive scientifique dénaturée? D'un point de vue métaphysique, que peut-on dire de l'école face à la science et au scientisme? Avant tout, il est crucial d'établir une différence nette entre science et scientisme, une distinction qui, d'un point de vue occulte, réside dans les énergies qui sous-tendent chacune de ces approches. La science, dans sa forme la plus pure, est une quête sacrée, un chemin vers la découverte des lois universelles, celles qui régissent à la fois le monde visible et invisible. Elle repose sur une humilité devant l'immensité de l'inconnu, une ouverture à la transformation perpétuelle de nos paradigmes. En ce sens, la science est un processus alchimique, où l'esprit humain s'engage dans une transmutation, cherchant à élever sa compréhension des mystères du cosmos. Le scientisme, quant à lui, est la fixation sur les résultats matériels de cette quête, où l'homme s'éloigne de la dimension spirituelle et se limite à une logique qui n'est pas toujours celle de la logique universelle. C'est une rigidité, un dogme moderne qui refuse tout ce qui échappe à ses instruments et à ses méthodes. Sous l'influence du scientisme, l'homme se coupe de l'intuition, de la sagesse ancestrale et des réalités invisibles qui, pourtant, structurent et alimentent l'essence de la vie. Du point de vue occulte, le scientisme est un égrégore puissant, alimenté par les forces de l'ego collectif, renforçant le matérialisme à outrance et asservissant l'esprit humain aux seules lois physiques. Du point de vue occulte, l'école moderne est un véritable champ de bataille énergétique, qui, dans sa vision occidentale, devient de plus en plus un bastion du scientisme. En plaçant la déduction comme unique vecteur de la connaissance, elle ignore les autres dimensions de l'être. De plus, elle enseigne non pas tant à découvrir ou à explorer, mais à conformer et à maîtriser un cadre de pensée imposé, d'où découlent les normes occidentales.
c'est ici que l'occultiste perçoit une lutte invisible entre des forces antagonistes, celle de l'illumination et celle de l'ignorance déguisée en savoir. À chaque étape de l'enseignement, on assiste à une forme de conditionnement. L'enfant, à l'état brut, est une entité réceptive, ouverte à toutes les dimensions de l'existence. Mais très tôt, les systèmes scolaires, sous l'égide du scientisme, le cloisonnent et le formatent. Le but n'est plus de découvrir son essence profonde, mais de l'assimiler à une vision du monde purement matérielle et cartésienne. Cette réduction du potentiel humain est une tragédie occulte, car elle met en péril la connexion spirituelle naturelle de l'enfant avec l'univers. Le lien sacré avec l'invisible, qui autrefois était reconnu et respecté dans les écoles initiatiques et spirituelles, est aujourd'hui souvent nié ou ignoré. Ce plateau, professeur Herman Yeglipote, en 2 mots simples, l'école c'est quoi? L'école, c'est une institution, bon, qui est voulue par les hommes. Parce que il y a 2 sortes d'écoles. Il y a l'école de la nature, qui est une école qu'on dit souvent que lorsque tu as perdu tout ce que tu as eu à l'école, il faut que quelque chose reste quand même du côté de la culture générale. Donc, la nature enseigne, et enseigne beaucoup de choses que l'école n'enseigne pas. Mais l'école, en tant qu'institution, elle a un programme. Et ce programme-là est catalogué par des systèmes qui sont liés aussi au système politique, qui sont aussi liés à une certaine hégémonie, c'est-à-dire une école qui contrôle les intelligences des personnes qui se mettent en contact avec elle. Alors, cette école-là, c'est de ça qu'il n'est pas question ce soir. Pourquoi? Parce que nous, on parle d'une école qu'on doit commencer à imaginer, qu'on doit commencer à y penser, qu'on doit se mettre dans la logique du fait que comment les choses ont commencé. Parce que l'école est comme des langues maternelles. Quand on dit langue maternelle, c'est-à-dire des langues dont la maman est l'enseignant. Oui. Elle est enseignante de cette langue. Bon, c'est comme ça aussi la nature à son école, elle nous enseigne ce qui est nécessaire pour notre devenir spirituel, notre devenir divin, pourquoi pas. Et cette école-là, c'est ça qui était lié à la tradition à travers le peuple. Mais une nouvelle école est née derrière celle-ci. On a privilégié un certain nombre de paradigmes du genre matérialiser la vie, donner un sens à une formation qui va dans le but de comprendre les choses uniquement sur le point de vue matériel, tout en balayant d'un revers de la main, en ayant même les possibilités de l'existence de l'occulte, en ayant la possibilité de l'existence du spirituel, et à jamais ne jamais se focaliser sur le divin en nous. Voilà. Professeur Herman Yeglipote, la spiritualité devrait s'apprendre à la maison ou à l'école, parce que dans la chronique, vous relevez que l'école nous apprend tout, sauf la spiritualité. Oui, bon, là, ça nous fait, parce que nous parlons l'école face à la science et face au scientisme. Alors, ça fait deux approches. Il y a l'approche qui s'intéresse à ce qui est superficiel, c'est-à-dire à l'école qui n'enseigne pas les choses dans sa profondeur, dont le scientisme, qui forme les scientistes.
et non des scientifiques, à un très haut niveau. Donc on peut parler de tout et de rien concernant le spirituel. Voilà. C'est ça la base de l'école scientiste. Et c'est ce que comme école officielle depuis lors. Parce que les fondateurs de cette école sont essentiellement ceux qui ont eu à mettre la main sur l'humanité par des systèmes d'esclavage, de colonisation, de néocolonisation et par la formation d'un prisme de géopolitique avec sous un fond des rapports de force. Alors, comme pour dire que ce n'est pas des personnes humainement choisies, du moins, ce ne sont pas choisis humainement à mener une action à l'intérêt de l'humanité ou bien à l'intérêt de la planète. C'est des messieurs va en guerre qui, d'un côté, voulant nourrir leur peuple. Parce que ce n'est pas des égoïstes, comme pour dire que ce n'était que ce qui les intéressait à eux seuls. C'est vrai qu'il y a certains rois qui, venant en Afrique, tous les biens les concernaient personnellement. Le roi des Belges, par exemple, on en a fait allusion à son comportement qui a permis à ce qu'il y ait un Congo appelé Congo belge. Bon, et Congo Léopoldville, voilà, Congo Léopoldville, et pourtant, il était le roi de la Belgique. Alors donc, ces personnages qui n'avaient pas un sentiment forcément humain, mais qui avaient un sentiment matérialiste, au point où ce qui était important, c'est d'amener ou bien de mener des actions dans le but d'asseoir une hégémonie où tôt ou tard les rapports de force basculeraient sur le fond matériel. D'accord. Bon, donc là, on est au deuxième siècle avec la découverte de bâtons à feu qu'on a appelé plus tard le fusil. On pouvait aller partout, et arracher les choses, enseigner les gens à se comporter comme si eux, ils avaient le monopole du savoir. Et c'est sur cette base-là qu'est née l'école. Bon, l'école n'est pas née sur la base de la formation de l'être humain dans le prisme de se donner une dimension humaine. D'accord. L'école est née sur la base de l'animosité. Et c'est cette animosité qui a permis à ce que les diplômés de l'école se prévalent comme des chercheurs d'emploi et non comme des chercheurs à résoudre des problèmes ou bien à apporter des solutions là où il y a des problèmes. Bon, on passe tout son temps à vouloir prouver que on n'est pas monsieur n'importe qui parce qu'on a quand même fait l'école. Pourtant, le côté spirituel dans le fond n'existe pas chez ces individus-là. Oui. Bon, donc ce n'est pas une école des scientifiques, mais une école des scientistes. Parce que l'émission de ce soir doit amener à ce que peut-être nous, on ne peut pas tirer de conclusions, mais que les gens, par curiosité, puissent se poser la question. Est-ce que l'école telle qu'elle est aujourd'hui doit continuer comme ça? D'accord. Sur quel avenir pour l'humanité? Professeur Emmanuel Glipot, grâce à l'école, on peut avoir un avenir, on peut avoir du travail, on peut nourrir sa famille, on peut... Maintenant, vous parlez du côté spirituel. À quoi ça nous sert d'avoir un aura élevé, un côté spirituel très élevé, si on ne peut pas, à la fin du mois, payer son loyer? Bon, de toute façon, je ne sais pas si des chrétiens seront d'accord avec moi. À quoi ça sert de conquérir le monde entier et de perdre son âme? Si nous avons juste le corps physique, la maison étant physique, la voiture étant physique, les biens de ce monde étant physiques,
Mais ce qu'on a bien vécu ici, on a acquis de cette école-là tout ce qui nous a permis d'être physiquement présents, respectés, et amadoués et tout. Mais encore que la structure de cette institution ne permet pas déjà d'avoir des gens bien formés. Parce que le soubassement de cette structure est basé sur la compétition. La compétition étant la recherche de devenir meilleur, premier de la classe, avoir les premiers, je sais pas moi, d'une session de baccalauréat ou quoi, premier, je sais pas, en tout. Être le meilleur partout? Bon, être le meilleur partout à l'école et bien chômer après. Pourquoi vous dites bien chômer après? Oui, mais parce qu'on a remarqué une chose. Ceux qui sont des génies dans cette école de récitation des cours sont restés dépendants de la copie-collée, des choses édictées, au point à ne pas avoir une indépendance intellectuelle de créativité à tout bout de champ. Parce que bachelier à 11 ans, licencié, c'est pas moi, à 17 ans, bon, docteur à 21 ans, on va vous prendre dans le circuit du travail où vous êtes comme un magnétophone. Vous reproduisez les choses qu'on vous a dit très facilement et surtout que vous avez une capacité intellectuelle à partir de votre cerveau qui permet de retenir vite les choses. Alors, vous êtes recherché, vous avez un travail, un bon travail et tout, mais ce travail-là est au profit des scientistes dont vous en faites partie, pas au profit de dons humanitaires profondes. Parce que prenons par exemple les gens comme Bill Gates, oui. Bon, qui lui, c'est pas surtout le côté école, mais surtout le côté argent, qui contrôle aujourd'hui l'OMS, donc le financement de cette institution en dépend en quelque sorte. Ce n'est pas pour mener des actions humanitaires, c'est pour mener des actions du genre comment diminuer la population parce que le réchauffement climatique, le fait de serre, de ceci, on accuse le fait de l'existence de l'être humain sur la planète comme étant avec le surnombre une situation dangereuse. Bon, aucune école basée sur la science, elle étant de double dimension, parce que la science étudie la science proprement dite, la science pure, la science positive, étudie le côté physique de la vie et le côté métaphysique de la vie, donc ce qui est du jour comme ce qui est de nuit, et c'est-à-dire de ce qui est visible et de ce qui est invisible, essaie d'amener à ce que l'éclosion de l'être puisse aller vers l'état humain. D'accord. Que l'être humain, l'être que nous sommes, cesse d'être un animal vers un humain. Parce que il se pourrait qu'on dise que nous sommes des êtres humains, mais toute l'animosité qui nous fait faire des armées à destruction massive, qui nous fait mener des guerres, qui fait en sorte que nous ne pouvons pas être à même de nous entendre, malgré notre position de leader. Tout cela est noyé sur le fait que nous ne sommes pas élevés au grade des scientifiques. Nous sommes restés dans le mécanisme intellectuel des choses reçues des autres qui eux-mêmes, ils étaient d'une mentalité tordue et qui ont fabriqué une certaine école qui ne peut que fonctionner sur la base de la destruction de l'être humain, qui ne marche pas comme un groupe de personnes décide à ce que les gens marchent.
D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, nous vous proposons la deuxième partie de la chronique et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. École, scientisme et science. Deuxième partie. Lorsque la science est vraie, c'est qu'elle est d'une pureté indescriptible. Grâce à elle, nous avons la possibilité de retrouver facilement le chemin d'éveil spirituel. Autrement dit, il existe des voies alternatives où la science demeure un véritable outil de découverte spirituelle. Les anciens sages savaient que la science véritable ne se limite pas à l'expérimentation du monde physique, mais qu'elle comprend également l'exploration des mondes intérieurs et le voyage dans les plans subtils de la conscience, notamment les voyages astraux. Les alchimistes, les kabbalistes et les mystiques de toute tradition considéraient la science comme un moyen d'élever l'âme et de la reconnecter aux lois universelles. Ce chemin, occulté dans les écoles modernes, repose sur la compréhension que la matière n'est qu'une forme dense d'énergie et que derrière chaque phénomène scientifique se cachent des forces spirituelles à l'œuvre. Ainsi, la science véritable et holistique, elle reconnaît que la vie est une danse entre l'invisible et le visible, entre l'esprit et la matière. En ce qui concerne l'éducation spirituelle des jeunes, la question se pose sur l'impact du scientisme vis-à-vis de cette catégorie de personnes. Le danger du scientisme dans l'éducation est qu'il crée des générations d'individus coupés de leur héritage spirituel. Lorsqu'on enseigne aux enfants que tout ce qui existe ne peut l'être que lorsqu'on est capable de mesurer et de l'observer dans un laboratoire, on nie leur capacité à percevoir et à interagir avec les dimensions plus subtiles de la réalité. Cela produit une humanité asservie à la matière, à la technologie et à une compréhension étriquée de l'univers. Les enfants, spirituellement affaiblis, deviennent vulnérables aux manipulations des forces invisibles qui prospèrent dans l'ignorance collective. Le scientisme, en ce sens, prépare un terrain fertile à une manipulation occulte massive, car il leur ôte les outils de discernement spirituel dont ils ont besoin pour naviguer dans un monde où les influences subtiles sont omniprésentes. Résultat, pour mieux faire fonctionner l'école et ses systèmes, il lui faut une réforme spirituelle pour donner un sens scientifique et non scientiste à l'éducation. Face aux dérives du scientisme, il est impératif de réenchanter l'éducation et d'y réintroduire une science vivante et spirituelle, qui honore à la fois le visible et l'invisible. Il ne s'agit pas de rejeter les avancées scientifiques du scientisme, mais de les replacer dans un contexte plus large, où elles coexistent avec la sagesse ancestrale et les lois métaphysiques. L'école, pour redevenir un véritable temple de la connaissance, doit renouer avec cette tradition d'équilibre. Elle doit cesser d'être un instrument du scientisme pour redevenir un lieu d'éveil, où l'esprit est invité à explorer toutes les dimensions de la réalité. L'éveil spirituel des générations futures en dépend, et avec lui, se cache la capacité de l'humanité à se reconnecter à son essence divine. Le combat entre le scientisme et la science, dans le contexte éducatif, est un enjeu majeur pour notre temps. Il est temps pour les éducateurs, les parents et les esprits éclairés de comprendre ce combat occulte et de prendre des mesures pour restaurer l'harmonie entre la science et l'âme. Professeur Herman Neglipote, de quelles mesures parlez-vous exactement? De repenser le système scolaire. Mais comment, qu'est-ce qu'il faut De faire? repenser le système scolaire, ça veut dire que de former les gens à des actions humanistes et humanitaires, d'avoir le côté penchant sur tout ce qui peut permettre à ce qu'il y ait l'éveil spirituel. Parce que l'éveil spirituel, ce n'est pas un vain mot. C'est une possibilité de rendre fondamentalement les possibilités à un être humain
d'entrer en contact avec son être intérieur dans la dimension qui peut l'amener à transcender le choix entre le mal et le bien, c'est-à-dire à se donner l'occasion de faire un choix entre le mal et le bien. Et que cela ne soit pas le fait de l'appréciation selon soi de ce qui est mal et ce qui est bien. Non. Mais que cela entre dans une logique universelle où le ressentir qui est du fait de l'élévation de son être intérieur trouve réponse sur les ajustements de l'individu qui est formé à l'éveil spirituel. D'accord. Bon, parce que le col d'éveil spirituel aujourd'hui, ça s'est parlé dans la rue. Nous sommes au 3e millénaire. Et le millénaire ouvre la porte à l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est une ère qui va permettre à ce qu'il y ait des guerres qui vont faire cesser les guerres. Et qu'un nouvel environnement humanitaire se prépare derrière ce mécanisme inhumain issu du comportement des esclavagistes qui sont restés les esclavagistes, c'est-à-dire que après leur mort, les héritiers de ces esclavagistes-là ont pérennisé l'esclavage qui, ayant changé certaines dimensions, on a cru l'abolir. Okay. Mais non, l'école, c'est le col d'abrutissement. On vous abrutit, c'est pour cette raison que 99% des gens qui vont à l'école, ils vont pour trouver du travail, donc pour trouver de l'argent. Mais l'école elle-même n'enseigne pas comment faire pour avoir de l'argent sans aller chercher l'emploi quelque part, de manière fondamentale. D'accord. Et comme si l'argent était la clé du monde, comme si l'argent était un atout pour le spirituel, pour notre être intérieur, comme si c'est l'argent qui était l'élément prédominant pour notre vie, alors tout le monde comprend la nécessité d'aller à cette école. Et on y met tellement de l'argent pour voir, les familles y mettent de l'argent pour sortir du pétrin du point de vue matériel, mais jamais du pétrin du point de vue spirituel, au point où l'école a créé même une autre donne de développement de la jalousie, des haines, dont du développement de la sorcellerie. Alors, c'est parce que ça crée des mécanismes et qui voudraient à ce que, en dehors de la compétition qui existait dans le circuit de l'école elle-même, être premier de la classe et tout, mais mon enfant doit être huppé, le plus huppé de la famille. D'accord. À côté de l'enfant de mon cousin, il ne faut pas qu'il y ait comparaison. Alors là, on va se mettre à faire des choses qui sont antipathiques à l'humanisme, au côté humain, simplement à cause de l'école. D'accord. Bon, donc, il y a plein de dégâts derrière l'école, sans toutefois vouloir dire que les sciences, le scientisme de l'école, son progrès technique est à négliger. Non. Parce qu'il faut bien dire une chose. On ne peut pas avoir une maison sans toit. Mais il ne faut pas que nous ayons de toit sans les murs. On ne peut pas mettre au devant de tout l'évolution scientifique, entre guillemets, née grâce à cette école-là.
on ne voit que la chose de ce côté-là, on ne voit pas jusqu'où l'humain se trouve. Parce que si on a des missiles qui peuvent détruire la planète à l'heure actuelle, et qu'on n'a pas des missiles qui peuvent se renchérir, c'est-à-dire permettre à ce que la planète s'élève à l'heure actuelle spirituellement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous manque. La chose qui nous manque est la chose qui peut faire à ce que tous les cœurs des gens changent. Et nous devenons tous des bonnes personnes dans notre monde. Du coup, par le mécanisme de l'école, c'est de ça qu'il est question dans le côté scientifique de l'école et non le côté scientiste de l'école. Parce que le côté scientiste permet à ce qu'on peut avoir une bombe qui, tirée de l'Amérique, ça détruit le Cameroun. Tous les Camerounais meurent. Alors nous voulons qu'il y ait une nouvelle école qui fait à ce qu'il y ait une bombe tirée de la France, toute l'Afrique devient bien. Alors, là, nous aurons une école spirituellement, disons, développante, c'est-à-dire permettant à ce qu'il y ait un développement qui va dans le sens du bien-être de l'humain. Une école qui humanise les gens. Voilà. Et cette école ne sera donc pas, cette science ne sera pas la science de la bombe. Ça sera la science de l'élévation spirituelle, où tout le monde étant élevé spirituellement, il n'y aura plus de la jalousie, il n'y aura plus de la compétition, il n'y aura plus de la sorcellerie, il n'y aura plus des pratiques de la magie noire, il n'y aura plus l'envie de détruire des gens parce que moi je suis plus fort, parce que mon hégémonie doit prévaloir sur les autres, et ainsi de suite. Voilà. Mais comment faire pour y arriver? Mais c'est pourquoi il faut dire ceci. Commencez à penser déjà du fait qu'il existe dans nos traditions, les traditions des êtres humains, parce que quand on dit nos traditions, peut-être on voit seulement l'Afrique, Oui. mais culturellement, c'est derrière, culturellement, c'est le début, c'est-à-dire le fonctionnement du point de vue culturel est le début de la recherche de la connaissance dans le vrai sens du terme. Parce que la connaissance s'acquiert. La connaissance ne se distribue pas, ça ne s'achète pas. C'est pas parce que j'ai fait de hautes études que j'ai de la connaissance, non. Parce que la connaissance, c'est quelque chose qui met l'homme à l'abri des besoins. Bon, les besoins de l'homme sont d'abord d'ordre matériel. Les besoins de l'homme sont comment abdiguer les souffrances, comment ne plus souffrir. Par contre, la connaissance, c'est aussi une manière de savoir que grâce à la souffrance, on peut gagner à s'élever. Parce qu'il y a des souffrances qui sont telles que l'enfant, avant de commencer à se tenir bien debout, est appelé à tomber plusieurs fois, deux fois à se blesser. Parfois, il cogne la bouche à même le sol, il se blesse à la bouche. Parfois, ce sont ses genoux qui ont des blessures et tout. Mais si on ne lui accepte pas cette souffrance-là, il ne pourra jamais marcher de lui-même. Et cet enfant, aussi petit qu'il soit, n'a pas besoin d'être assisté parce que des fois, quand il veut partir d'un point à l'autre, des fois il fait ça à l'insu de ses parents. C'est pourquoi on a eu à constater le cas des enfants qui, toujours assis là, mais pourtant, quand les yeux des gens ne sont pas à se fixer sur lui, quand les gens sont distraits ou bien quand les gens ne sont pas là, il se met debout, tout seul, et il franchit les pas.
Quand les gens viennent, il s'assied vite, comme s'il était tombé. Alors, ça veut dire que cet enfant, par rapport à son tempérament, n'a pas besoin d'une assistance. Préfère souffrir. Et dans sa souffrance, c'est par là qu'il grandit. Voilà. Donc, c'est la souffrance, c'est la connaissance qui nous enseigne les bonnes manières de souffrir. Et c'est derrière ces bonnes manières de souffrir, c'est elle, c'est la connaissance qui nous élève. Et là, c'est des domaines purement métaphysiques. Voilà. Lorsqu'on parle métaphysique, on pense tout de suite à la sorcellerie, professeur. Ça fait peur au quartier hein, quand chaque fois. Comment faire pour déconstruire cela? Non, la métaphysique, c'est la mère des sciences. C'est la plus haute philosophie. On peut prendre ça mal parce que on oublie que si on a peur de l'inconnu, pourquoi on n'a pas peur de respirer? Parce que c'est un inconnu. La preuve, lorsqu'on naît et que le soufflet de vie, ce qu'on peut appeler en métaphysique l'énergie, l'essence vitale, si on n'a pas reçu ça, mais on n'est pas vivant, on est mort-né. Pourquoi avoir peur de ce qui te fait vivre, l'essence vitale? Pourquoi avoir peur de ça? Ou bien, pourquoi ignorer cela? Pourquoi ne pas chercher à aller vers ça pour mieux comprendre ton identité spirituelle ou bien divine? Parce que c'est des choses qu'il faut parler aux gens pour élever leur niveau de curiosité. Puisque certaines personnes, lorsqu'on parlait de la magie, elles ne voient que de la magie noire. Elles ne comprennent pas que la magie a les deux côtés, le côté positif et le côté négatif. La sorcellerie également, il y a un côté positif de la sorcellerie et le côté négatif. Il y a ce qu'on appelle la dualité. Rien n'existe sans cette dualité. Bon, maintenant, c'est chacun qui doit chercher à savoir, à explorer beaucoup plus le côté positif après qu'il ait compris le mécanisme de cette dualité hein, dans le fondament même de ses recherches. Parce que ces recherches doivent aller dans le sens de mieux comprendre la différence qu'il y a entre le pôle positif et le pôle négatif, la main gauche, la main droite, le jour et la nuit, ainsi de suite. Pourquoi il y a le jour? Pourquoi il fait noir après qu'il y ait le jour? Parce qu'une journée est faite de 12 heures d'obscurité et de 12 heures de lumière. Bon, ceci étant, pourquoi cela? Pourquoi ne pas chercher à comprendre ces choses de fond en comble et rester seulement dans la logique que ce qu'on voit, c'est ce qui est vrai. Alors que ce qu'on ne voit pas est beaucoup plus vrai, sans doute, que ce qu'on voit. Et encore que même dans ce qu'on voit, j'ai l'habitude de dire ça, on n'est pas censé tout voir, même quand le phénomène se passe devant soi. Hein? Il peut y avoir 2-3 personnes qui assises vers une direction, par exemple lors d'un match de football, tout le monde regarde le match. Le match, je donne cet exemple parce que le ballon est le point focal. Tout le monde suit le mouvement du ballon et le mouvement du ballon fait que tout le monde voit les mêmes gestes avec les acteurs qui sont sur le terrain. Bon, maintenant, il peut s'avérer que lorsqu'il y a un mécanisme occulte qui fait en sorte que le but doit être marqué grâce à ces mécanismes, quelqu'un qui voit bien dit que la balle qui descend là, c'est le but. Celui qui ne voit rien, il se tourne, comment tu dis ça? Et vous êtes tous sur le gradin. Toi, tu vois comment on va bloquer. On a déjà bloqué quelqu'un qui, avant que le ballon n'arrive là où il va tomber, comme si on l'a dribblé, alors qu'on l'a seulement bloqué. Voilà. D'accord. Il y a la sorcellerie partout, professeur Hermaniak. Bon, positive et négative. D'accord. Voilà. Alors, comment les parents et les enseignants peuvent-ils aujourd'hui reconnecter les enfants à cette sagesse ancestrale tout en leur enseignant les sciences modernes? Non, les sciences dites modernes sont des sciences spéculatives.
Bon, nous avons des téléphones portables. Nous avons un environnement où nous sommes assis là, qui permet de communiquer avec des gens Oui. qui nous regardent à travers leur écran de téléviseurs chez eux. Alors, tout ça, c'est véhiculé par l'occulte. Parce que si on commence par voir la naissance de la télé derrière les miroirs, que le miroir reprenne l'image de l'individu et que tu touches le miroir, c'est plutôt ta main qui touche l'image et qu'on soit derrière, du moins devant un téléviseur, on voit les images des personnes qui ne sont pas vous, mais qui sont en train de faire un certain travail comme ce que nous faisons là maintenant, et à ne pas pouvoir les toucher. Alors, il y a donc un début de l'occulte qui permet à ce que, derrière tout ça, quelque chose de fondamental puisse se produire. Et c'est ce début de l'occulte qui, plus tard, parce que l'occulte part de l'irréel, et le réel donne naissance au réel. Le réel, c'est la télé. Voilà. Donc, quelque peu, on doit se contenter de ce que le monde est devenu, mais il n'est pas interdit à ce qu'on voie sur la base de ce que nous avons abandonné, des traditions anciennes, ce que nous avons abandonné, ce qui était de nos ancêtres. Quand je parle d'ancêtres, je parle des ancêtres communs, des connaissances qu'il y avait et comment le monde a évolué, pourquoi on a délaissé certaines pistes pour se mettre dans la logique des autres pistes. Par exemple, en médecine, la piste qui était fondamentale était le vitalisme. On l'a abandonné parce que c'était très compliqué. On a enseigné plutôt la piste de comment trouver des substances actives pour bagarrer avec l'organisme sur le plan anatomique, laissant de côté l'exploration de connaissances, des riches connaissances concernant les cellules qui étaient liées au vitalisme. Alors, avec cette riche connaissance des cellules liées au vitalisme, c'est-à-dire en tenant compte de la vie des cellules, on ne serait pas aujourd'hui dépendant des médicaments, par exemple. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, professeur, on peut réintroduire les pratiques initiatiques dans nos écoles? Si on veut. Mais comment on peut faire? Mais non, mais écoute, il faut que les Occidentaux lâchent des lestes. Parce que c'est eux qui tiennent le monde dans l'obscurantisme intellectuel. On parle de nos enfants. Oui, mais nos enfants dépendent d'un système scolaire qui nous vient d'ailleurs, qui ne nous concerne pas forcément. C'est-à-dire le système scolaire des pays africains ne concerne pas les pays africains. Parce qu'il faut que dans ce prisme du village planétaire, que tu ne fasses pas des choses antipathiques à ce que on peut valider. Hein? Et que ce soit des choses qu'on ne peut pas valider. Donc tu dois t'aligner. Nous parlons français et on cherche à bien parler français. Pendant ce temps, nous ne savons pas parler nos langues. Hein? Il y a plein de gens qui ne parlent pas du tout leur langue, du tout. Ils parlent anglais et français, les langues des colonisateurs, mais ils ne savent pas parler sa langue maternelle. Et puis ça n'embête personne, mais ça embête les gens qui sont obligés de parler très bien la langue d'emprunt, comme si c'est ça qui te donne une dimension d'intellectuel, bien évidemment. Par exemple, le Femania passe par la communication. Il y a des gens qui savent parler plus de 6 langues. Il n'a pas fait l'école, forcément. Mais il sait communiquer pour amadouer ou bien pour caresser l'oreille de la personne dont il veut escroquer.
Bon, parce qu'il parlait bien la langue, on le prend pour quelqu'un de sérieux. Voilà. Chers téléspectateurs, on va passer à la réflexion et l'évocation. Pour remplacer le sucre des fruits, on a fait du sucre blanc avec de la betterave qui est cuite à 140 degrés pendant 40 minutes, passé au tétrachlorure de benzène, au noir animal, au bleu de méthylène. C'est pas un bon produit ça pour nos enfants? Et vous n'êtes pas étonné de les voir capricieux, pas bien, grognons, colériques? On les fabrique et on en fait des petits alcooliques. Et tous les grands consommateurs, tous les enfants qui ont été de gros consommateurs de sucre, qui ont de gros besoins, virent vers l'alcool plus tard et la drogue. Bravo, le sucre blanc, qui est un véritable poison et qui n'a rien à voir avec le sucre des fruits, le vrai sucre que les fruits ont pris fabriqué avec l'énergie de la terre, de l'eau, de l'air et du soleil. Ça, c'est l'énergie de la vie. Et eux seuls peuvent nous la communiquer. Parce que pour communiquer quelque chose, il faut l'avoir. Si on ne l'a pas, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Professeur Armagnac Despotes, que pensez-vous de cet élément? Le sucre est un poison? Le sucre n'est pas bien pour les enfants qui vont à l'école. Quand bien même leur hyperactivité peut amener à ce que on puisse biodégrader une partie des substances venant de ce poison, mais ça peut plutôt ajouter de l'hyperactivité à l'enfant et amener à ce que l'enfant ait une baisse de rendement scolaire. Oui. Bon, parce que souvent, dans notre époque aujourd'hui, quand les enfants viennent, ils mangent, on dit qu'il aille dormir. Donc, qu'il aille siester. Qu'il ne doit pas les jouer. À notre époque d'aujourd'hui, on est dans des environnements où il n'y a pas d'espace pour l'enfant, l'espace de jeu. À la limite, il peut courir dans la salle de séjour. Et la salle de séjour peut ne pas lui permettre de transpirer. Alors, s'il prend du sucre et il ne transpire pas en jouant, il ne peut pas éliminer les dépôts de ce poison. Donc, il y a plein de choses telles que si l'enfant prend du sucre, bon, peut-être ça doit être un enfant qui part jouer dans la rue, dans la cour, peut-être pas la rue quand même, mais dans la cour, hein, la cour de récréation, la cour, une grande cour d'espace, quand on a un jardin, qu'on a de l'espace chez soi. D'accord. Bon, donc le sucre, et pour des personnes sédentaires, âgées et tout, du moins c'est un produit sédentaire pour les personnes âgées. Bon, c'est-à-dire que lorsque tu as pris de l'âge, tu dois éviter de prendre du sucre régulièrement parce que tu n'évacues pas l'énergie que tu recherches à travers le sucre. Et ce condense en soi reste comme un élément d'empoisonnement, hein, un élément de surcharge. Voilà. Mais peu importe la qualité du sucre, que ce sucre soit blanc, roux, blanc, peu importe, roux, oui. Bon, le sucre, c'est le sucre. Si le sucre blanc est un peu décrié, c'est parce que c'est un sucre qu'on y mélange des produits à la sortie de la chaîne pour le blanchir. Bon, souvent on parle de la chaux. Bon, le circuit de production ne permettant pas à des années écoulées d'avoir du sucre noir, on a imaginé qu'il fallait le blanchir. Donc cet ajout d'éléments extérieurs qui n'étaient pas dans le circuit même de la production du sucre à partir de la matière première, qui était peut-être la canne, à sucre, la canne par exemple, alors a apporté un élément additionnel de nuisance. Voilà.
D'accord. Nous allons passer à la page pratique. Européens et les Américains, qui sont des Européens de descendance, ne connaissent qu'une chose. Ils vous envahiront et ils vous esclavagiseront aussi longtemps que vous ne serez pas assez fort pour vous défendre. On aimerait dire avec la non-violence, oh Gandhi, je suis un grand admirateur de Gandhi. Gandhi, s'il existait aujourd'hui, s'il y avait un Gandhi africain par exemple, qui refuse toutes les abus, les exploitations des Blancs, les Américains ou les Français enverraient un drone pour le tuer. Et personne ne bougerait le petit doigt dans le monde. La Syrie, la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, il n'y a plus personne qui bouge. Ils ont des docteurs et des ophtalmologistes pour leurs chiens. Les enfants africains, il leur manque d'ophtalmologistes. En Californie, il y a des ophtalmologistes qui soignent les yeux des chiens. Waouh! Et ils pleurent quand un chien est coincé sous un immeuble. Mais les enfants palestiniens, ils savent pas. Gaza, ça les intéresse pas. Vraiment, un chien, ça les intéresse. Les chiens sont plus importants que vous pour les Européens. Il y a une société protectrice des animaux. Il n'y a pas de société protectrice des exploités africains. Ils ne peuvent plus exister parce qu'il n'y a plus de compassion. Il n'y a plus de solidarité humaine. Ça n'existe plus. Donc la seule chose qui peut vous protéger, c'est de vous unir. Une fédération africaine, l'utilisation de la monnaie chinoise, inviter les Chinois à construire des bases militaires pour vous protéger dans un premier temps en Afrique, puisque vous n'avez pas tout de suite les moyens. Si vous signez des alliances avec les Chinois, avec les Russes, qui savent aussi très bien ce que c'est, pour vous protéger au début, jusqu'à ce que vous constituiez une armée suffisante, dotée de la bombe atomique. Pourquoi toutes les races sur Terre ont la bombe atomique et pas les Noirs? Et les Noirs et les Arabes, alors non, là c'est, ils sont bien trop primitifs, ils sont bien trop près des singes. C'est ça qu'ils pensent. Sinon, il y aurait un pays africain avec la bombe atomique. Le Nigeria est assez riche pour se doter de la bombe atomique. Mais, alors il faut que vous l'ayez. Pourquoi? Pas pour vous en servir, mais pourquoi il n'y en a pas en Afrique? Pourquoi les Noirs n'y ont pas droit? Posez-vous la question. Et relevez la tête. Vous travaillez pour vos enfants et vos petits-enfants, mais il faut le faire. Un noir chrétien est un traître à la mémoire de ses ancêtres. Il faut vraiment que vous preniez conscience de ces chaînes mentales. Mao Tse-tung l'avait dit, une vraie révolution est d'abord culturelle. Il faut que cette révolution culturelle se passe dans votre tête. Vous êtes des descendants de civilisations très anciennes, beaucoup plus riches et beaucoup plus anciennes que les civilisations blanches. Vous avez tout en vous. Vous vivez sur un continent où il y a toutes les richesses. Vous avez des génies en herbe et adultes. Ces deux professeurs en sont des exemples. Vous avez les plus belles femmes du monde. J'en vois qui sont ici assises au premier rang. Vous avez tout. Alors, redressez-vous, peuple de Kama. Faites plaisir aux Elohim. Devenez réellement indépendant. Professeur Hermaniel Duporte, un commentaire par rapport à cette Bon, il n'y a pas de commentaire. Il nous donne des conseils. Et puis, on a dit que la page pratique, souvent, d'ailleurs, même l'évocation, la réflexion et l'évocation, nous n'avons pas de commentaires franchement dit. Bon, à quelle forte raison une page qu'on choisit juste comme page pratique? Alors, donc les gens qui ont suivi ont compris. S'ils n'ont pas compris, bon, ils comprendront parce que la même vidéo peut revenir dans nos travaux. D'accord. Voilà. Ou alors, s'ils n'ont pas compris, ils peuvent toujours poser leurs questions au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous allons prendre le SOS téléspectateur. On prend ce message de Linda, patriarche, merci pour l'édification. Comment faire? Ça fait des années que j'envoie mes enfants à l'école. Aujourd'hui, je comprends que c'est un temple de la ruse. J'aimerais savoir comment faire pour
que mes enfants aient leur côté spirituel? Bon, alors là, ça commence à la maison. Si vous amenez les enfants à l'église tout le temps, certains d'entre eux seront chrétiens ou musulmans. Bon, mais si aussi vous décidez que vous faites des séances de méditation chez vous, à force de faire ces séances devant les enfants et les amenant à avoir des postures, bon, nous aurons l'occasion de donner un sens à ce que nous disons là, comment on s'assied pour méditer. Alors, derrière ces postures, les postures allant de la position du tailleur à la position sur une chaise moderne, on aura la possibilité de donner chance à l'enfant de comprendre le sens de la spiritualité. La spiritualité étant le chemin qu'on emprunte, la méditation étant l'outil ou l'instrument ou l'engin qui permet d'entrer dans ce chemin-là. Le but étant de s'élever spirituellement pour le devenir de son être intérieur, sa divinisation, ou bien alors ressortir le divin qu'on a en soi. L'ensemble de ces mécanismes projetés ou bien mis comme un plan de fonctionnement en famille, avec un mode de vie adéquat, basé sur l'alimentation spirituelle. Fin de compte, même si les enfants vont à l'école, ils y vont, mais ils ne sont pas comme les gens qui comptent seulement sur l'école. Parce que moi, j'ai eu une formation en parapsychologie. Et cette formation m'a permis de faire les horoscopes. Ces horoscopes m'ont permis d'avoir des attaches avec certaines personnes, pour ne pas dire un petit nom. Et ce n'est pas parce que je me suis resté dans la logique de faire le cours classique que je suis arrivé, non. Je faisais le cours classique et le cours parapsychologique, pour ne pas dire le cours de la métaphysique d'un autre genre. Bon, peut-être par curiosité et peut-être par prédisposition naturelle, tout cela à la fois. Mais il y avait d'abord la curiosité, parce que la prédisposition naturelle ne voudrait pas que tu dises, bon, j'ai des prédispositions sans agir. Voilà. D'accord. Professeur Hermaniak Lipote, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse passer toute sa vie à fréquenter et qu'après, vous nous dites que l'école ne nous sert pas à grand-chose, qu'on doit penser à notre côté intérieur. Bon, disons, je n'ai pas dit que l'école ne nous sert pas à grand-chose. Il y a plein de professeurs agrégés de quelque chose qui débattent ici à la télé régulièrement sur le plan politique. Il y en a qui sont devenus des carriéristes et tout. On les connaît. Et puis derrière ces messieurs, il y en a dedans qui sont des personnages extrêmement importants pour notre société par rapport à leur autre carrière. Certains sont des chirurgiens et tout. Bon, et ont déjà sauvé les vies grâce à l'école. On ne peut pas dire que l'école ne sert à rien. J'ai dit tout à l'heure, le côté scientiste de l'école a permis une certaine évolution. Cette évolution ne peut pas être négligée. Il y a dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans des domaines aéronautiques, dans les technologies électroniques et tout. On a tellement fait des choses. L'école a permis d'avoir les bombes, tout genre, les bombes atomiques et des bombes de tout genre. Bon, donc l'école est très utile. Mais spirituellement, est-ce que toutes ces choses-là, après notre mort, ça nous sert encore à quoi? C'est ça le problème. Parce que si nous avons des meilleurs diplômes et que nous n'avons pas eu un comportement
allant dans le sens de comment nous élever spirituellement, on aura fait quoi sur la terre? Hein? Vous faites des maisons, c'est les autres gens qui vont venir habiter dans ça. Vous laissez les enfants avec les richesses. Très rarement, les enfants des riches deviennent riches après leur père. Très rarement. Ils deviennent plus pauvres que les enfants des voisins qui les admiraient dans les palaces. Des fois, ça entraîne la bagarre, on vend tout. Et puis, on se met comme des fous dans la rue. D'accord. Voilà. Professeur Herman Yaglipote, il est minuit, nous sommes le 18. Ce soir, c'est la lune, je dirais même, c'est la pleine lune. Est-ce que pour une fois, vous pouvez dire à nos chers téléspectateurs ce qu'ils peuvent faire, ne serait-ce qu'avec l'eau? Non, Georgette. Patriarche. J'ai dit que tu vas t'occuper de ça. Tu ne peux pas être... Attends, tu es modératrice. D'accord. Mais tu ne peux pas être à côté d'un maître. Si je le suis, mais je ne le suis pas. Je suis professeur, ça veut dire que je n'ai pas encore atteint le grade de maître. Mais je suis quand même peut-être une personne qui peut considérer, qui peut être considérée comme disciple. Parce que le fait de m'accompagner tout le temps dans les émissions doit faire de toi une disciple. D'accord. Et il y a des choses qui embrassent trop mal les trains. Si je mets à me focaliser sur des choses simples, aussi complexes qu'elles soient, mais simples également, comme les mécanismes et les mouvements de la Lune, sans avoir quelqu'un sur qui je m'appuie, ça veut dire que je vais tout faire seul. D'accord. Les personnes qui sont intéressées, bien sûr, pourront appeler hors antenne. Professeur Herman Yaglipote, on va prendre ce message de Luc Stéphane de Douala. J'aimerais savoir, je travaille, mais je ne vois pas l'argent. Je n'arrive pas à épargner, s'il vous plaît, édifiez-moi. Vous allez pouvoir épargner lorsque vous allez considérer que l'argent n'est pas forcément quelque chose pour épargner. Parce que qui veut épargner veut construire sa vie matérielle. Et lorsqu'on a trop envie de la construire, parfois on perd le sens de l'épargne. Mais lorsque on met dans sa tête que en mangeant, en buvant, les charges fixes en général doivent être déterminées d'avance. C'est-à-dire, vous savez que vous devez payer le loyer de quelqu'un, au cas où vous êtes locataire, vous devez payer l'eau, l'électricité. C'est facture, quoi. Et puis, il y a le téléphone. Bon, maintenant, la nourriture, vous pouvez dire que si vous êtes seul, je ne dois pas manger plus de 500 francs par jour, ou bien plus de 1000 francs. Bon, c'est question de discipline, ce n'est pas question de la magie. Sauf si, malgré cette discipline, rien ne marche là, on va donc faire la voyance pour voir jusqu'où vous avez la même percée ou pas. Bon, et puis souvent, les mêmes personnes ne sont pas toujours les mécanismes concernant la sorcellerie ou des fétiches. Ça peut être aussi au niveau de la chiromancie, la nature même de la personne, qu'à analyser sa main, on constate que sa main est percée et que c'est naturel. Voilà, donc c'est pas une histoire de recettes à la télé. D'accord. Voilà. À mon avis, d'autres gens peuvent avoir des recettes, moi, voilà. D'accord. Patriarche, on prend ce message de Éléonore qui voudrait savoir si c'est possible d'utiliser le produit Cassimona sur sa petite fille de 5 ans. Oui, pourquoi pas. C'est un problème de comment, ce qu'on appelle communément en médecine officielle la dose. Voilà. Ok. Professeur, comment faire pour purifier l'âme, ou alors je dirais l'esprit de mes enfants qui vont dans une école que je ne maîtrise pas? Bon, c'est des questions que je ne réponds pas souvent, mais c'est pas qu'il n'y a pas de solution à ça. Il y a des petites choses qu'on peut glisser dans les cartables des enfants qui vont à l'école. Hein? Il y a des petites choses qu'on peut glisser dans les cahiers, hein,
de l'enfant pour protéger l'enfant contre des forces négatives. On a parlé de ça dans la chronique. Parce que nous sommes dans un monde où il faut tenir compte des choses qui existent aujourd'hui et des choses qui existaient hier. Comme pour dire que ce n'est pas parce que le monde a changé que le jour n'existe plus, ni la nuit. Le monde change. Qu'on dise que peut-être il y a plus d'heures par moment de jour, donc de lumière, et moins de nuit, ou l'inverse. Mais on a toujours le jour et la nuit, donc une journée. Bon, donc il ne faut pas abandonner complètement tout ce qui relève de la tradition occulte et tout, vers un modernisme basé sur des choses qu'on ne maîtrise même pas. Tout simplement parce qu'on dit je suis moderne et puis je suis chrétien, je suis musulman, je suis ceci, je suis cela. Des choses dont on ne sait, on ne maîtrise rien, on ne sait rien sur les tenants et les aboutissants de ces choses-là. Voilà. Juste rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent envoyer les messages au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Les appels se font hors antenne, s'il vous plaît. N'appelez plus pour le moment. Vous pouvez appeler après l'émission. Patriarche, merci beaucoup. C'est la première fois que je vous écoute ce soir. J'aimerais savoir comment faire pour vous rencontrer, savoir également comment faire pour avoir mon horoscope personnel. Bon, vous allez appeler à ces numéros. Ou alors, grâce à ce message, on va vous envoyer mon numéro. Et puis, vous allez m'appeler en journée. Souvent, il faut m'appeler après 10 heures parce que souvent, tôt le matin, je peux être occupé. Voilà. Ok. Patriarche, est-ce que c'est vrai que l'horoscope personnel, des fois, peut nous donner des détails sur l'heure à laquelle on peut avoir un rendez-vous, faire une demande en mariage faire beaucoup de choses? Oui, l'horoscope personnel est circonscrit sur la base de rencontres par rapport à une journée donnée et par rapport à l'événement de la rencontre peut être du moins conseillé. C'est-à-dire si vous avez des difficultés dans votre lieu de service et que vous voulez rencontrer votre patron pour lui en parler parce que vous voulez que l'harmonie revienne, puisque vous vous sentez brimé ou vous sentez que si les choses continuent comme ça risque de clasher. Alors, en faisant des recherches au cours d'une semaine et par rapport à chaque jour, on peut tomber dans la semaine à une journée où l'heure de rencontre avec le patron, si vous pouvez avoir la chance que l'audience soit accordée, soit porteuse, c'est-à-dire ça puisse vous permettre de causer avec lui comme si vous étiez des amis et à la limite même, c'est plutôt les conseils qu'il vous donne alors que vous partiez le rencontrer comme ça avec la peur dans le ventre. Voilà. Professeur Herman Yaglipote, j'ai 55 ans, j'ai 3 copines et j'aimerais me décider pour prendre une d'elles. Comment faire pour faire le choix d'une bonne épouse? Alors les 3 copines, on va les passer au scanner et voir laquelle des 3 peut être de bonne affinité avec vous, une bonne compatibilité, ou alors les 3 seront de bonne compatibilité pour les garder les 3, ou alors une seule, ou alors des 3 personnes. Vous mettez encore à la recherche. Voilà. Professeur Herman Yaglipote, c'est compliqué, hein? Pourquoi? C'est-à-dire, J'ai dit que vous gardez les 3. J'étais sûr que tu vas réagir. C'est possible ça, professeur, qu'on puisse trouver le bonheur comme ça? Mais si l'étude d'affinité ou de compatibilité va dans le sens que non seulement les 3 personnes
sont bien avec le monsieur, Et ça, parce qu'on a mais pas sont les- aussi bien entre les trois, mais tu les gardes. Parce qu'il ne faut pas frustrer une personne, sinon du point de vue karmique, tu vas avoir une réponse négative avec celle que tu auras choisie. Tout comme l'étude peut dire que voilà, les 3 personnes ne sont pas... Mais c'est ce que j'ai dit, si les 3 personnes, il n'y a personne dedans, il il faudrait ne faut pas recommencer à s'emballer. 0. D'accord. Mais dans ce cas, comment faire pour chercher? On fait comment? Est-ce qu'il faut toujours... Est-ce qu'on cherchait des gens? On ne cherchait pas, on a les rencontres. Et la personne que vous avez rencontrée avec ses coordonnées, et l'année des rencontres, vos coordonnées et votre année de naissance. Par rapport à l'année des rencontres, on fait une étude métaphysiquement bien menée qui va donner une réponse inébranlable. Parce que là, c'est des études qui ne loupent pas. Voilà, c'est à plus de 85% vrai. D'accord. Voilà. Bonsoir, très grand professeur, et merci pour la thématique de ce soir qui fait prendre conscience de ce que l'école scientiste abrutit vraiment les enfants, ayant des grands diplômes mais vides, fragiles et immatures dans le fond, sans véritable éclairage de leur milieu vital, sans ambition réelle, mais sont plutôt mécanisés comme des robots. Merci aussi pour la page pratique. C'est Madame Laté Alice qui nous envoie ce message. Oui, c'est notre personne. Oui. C'est elle qui s'occupe du groupe d'éveil spirituel de Yaoundé. Donc on a dit aux gens de Yaoundé de se mettre avec elle de temps en temps pour réfléchir, parce que nous voudrons bien former des forums d'éveil spirituel dont Yaoundé est sous son couvert. D'accord. Professeur Hermaniak Dipot, ça fait 10 ans que j'habite avec ma compagne, mais j'avoue que depuis que je suis avec elle, rien n'avance dans ma vie et j'ai bien envie de lui demander de partir. Non, il ne faut pas demander de partir une personne que karmiquement la nature vous a dotée. Il faut chercher à savoir comment réharmoniser votre vécu, votre vie ensemble. Parce que la première chose, ce n'est pas de penser que cette personne-là vous a apporté la malchance. Ça, il faut éviter ça. Même si c'est vrai, il faut dire qu'elle vous a apporté la chance. Parce que tout à l'heure, nous avons dit une chose. C'est que derrière la connaissance, on apprend à souffrir. Et c'est après avoir souffert qu'on sort de l'auberge. Bon, mais si on n'a pas la connaissance, on risque de fuir la souffrance et créer une souffrance plus difficile encore à gérer dans l'avenir. Donc, il ne faut pas fuir la souffrance. Si vous avez une personne qui vous embête même, que vous avez un mari qui vous tape tout le temps, que vous avez une femme même qui vous tape tout le temps, parce qu'on parle seulement des maris brutaux, sans parler des femmes qui ont aussi des gabarits, que quand elles tombent sur toi, tu demandes seulement au bon Dieu que pardon. Bon, là, ça ne se parle pas. Bon. Tu dois souffrir cela avec bon cœur. C'est derrière cette souffrance que soit la nature va vous débarrasser de cette femme ou de cet homme, elle-même, la nature. Mais professeur Hermaniak Dipot, Et là, vous allez déboucher à une situation où ça sera impensable pour vous-même d'être en train de vivre la vie autrement, la vie conjugale, c'est-à-dire avec quelqu'un d'autre autrement, quelque chose que vous n'avez pas imaginé de votre existence jusque-là. Voilà. professeur, là je demande l'avis d'un patriarche que vous êtes. Est-ce qu'on devrait se mettre en couple avec une personne sans avoir fait le scanner traditionnel? Ouais, ben, même quand on fait ce scanner-là, on vous dit que ce n'est pas votre mari là-bas. Vous vous mariez. Moi, je ne veux pas parler des choses qui peuvent me concerner personnellement, parce que ça ne sert à rien. On est en famille. Bon, oui, je veux bien, mais les gens ne parlent pas de leurs choses à mes oreilles. Pourquoi je parlerai de mes choses aux oreilles? Moi, je sais bien que, de fois, tu fais une étude, ça te dit que ça, c'est pas ta femme. Bon, tu dis, je vais être au-dessus
de la situation, et puis tu décides que tu vas vivre avec cette femme. Parce qu'on appelle ça l'appel karmique. Tu as les dettes à payer avec cette femme-là. Tu ne vois pas venir les choses d'entrée de jeu. Tout commence très bien avec des fantasmes et tout. Et quelques temps après, ça peut même pas durer un an que le calvaire commence. On est comme si on était dans une sorte d'enfer conjugal. Et là, il faut gérer. Il faut gérer, ça dit tantôt tu engueules bien, parce qu'on t'a engueulé aussi. Mais tantôt, tu t'étais, parce que tu sais que ça va clasher quand ça commence comme ça. Tu t'étais, tu écoutes seulement. On te lave bien. Bon, si c'est une femme, elle te lave que tu n'as jamais donné même le mbunga, c'est-à-dire même le poisson fumé, tu n'as jamais payé, elle mange. Mais elle est chez toi, elle ne paye pas le loyer, elle ne paye rien. Pire alors si elle paye le loyer et que toi, tu as des difficultés ces temps-là, peut-être tu as payé le loyer avant. Aujourd'hui, les difficultés financières étant démises chez lui, alors c'est tout le temps que tu es vilipendé, tu es considéré comme étant moins que rien. Donc, tout ça, il faut gérer. Jusqu'à ce que le moment venu, le cycle des difficultés, des misères et tout, va tourner parce que tout est rythmique. Chaque chose, c'est comme une roue. Donc, quand ça tourne, que tu es au pôle bas, tu n'as pas les moyens de t'en sortir sans souffrir. Mais quand on accepte de souffrir, la roue ne fait que tourner aussi petit à petit pour retrouver en haut. C'est la personne qui vous insultait hier, qui demandait à ce que vous quittez la maison, c'est elle maintenant qui s'accroche sur toi à demander des faveurs. Bon, donc il faut comprendre la chose de cette manière-là. Voilà. Professeur, pourquoi à chaque fois quand vous posez certaines questions, vous dites c'est réservé aux initiés? Oui, mais le message n'est pas signé. Oui, mais c'est comme ça. On ne peut pas dire à quelqu'un, voilà la voiture conduit. Parce qu'il est dans un milieu où on distribue les voitures. Nous sommes à une émission, nous distillons de manière éthique certains messages. Alors s'il y a un peu dans ces messages le côté éthique, c'est qu'il n'y a pas à s'amuser à dire des choses n'importe comment. Parce que quand il n'y a pas l'éthique, on tombe dans la sensation. Et quand on est dans la sensation, on passe pour super-homme qui ne meurt même pas, qui a la solution de tous les problèmes du monde et que tout le monde entier doit venir vers soi. Parce que si par exemple on me demande que quand mon enfant va à l'école, qu'est-ce que je dois faire pour le protéger là-bas? Moi j'ai des recettes, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la personne qui est appelée à avoir la recette pour son enfant se prononce hors antenne. Comme pour dire, quand le disciple est prêt, le maître se présente. Quand tu es prêt à recevoir quelque chose, c'est toi qui cherches la chose. Ce n'est pas une fantaisie où on a les unités dans son téléphone ou les datas. Allez, on balance, on dit je vais m'amuser un peu avec ces types-là qui disent quand même des bêtises. Parce qu'entre-temps, ce n'est pas tout le monde qui pose des questions qui est sérieux. Il y a des gens, ils pensent que nous, on vient là pour s'amuser. Bon, il dit, je vais un peu amuser la galerie avec ces messieurs, je lui pose telle question. Et puis, des fois, c'est un groupe de gens, ils boivent des bières et tout. Bon, et puis, il y a quelqu'un dedans pour amuser les autres. Bon, il raconte une histoire, comment il va faire ceci, faire cela. Tu te mets dans ce jeu, pourquoi? Tu n'es pas à la télé, toi, pour s'amuser. Tu es là parce que les gens ont des problèmes. Et les problèmes des gens sont tes problèmes. Oui. Parce que personne ne peut vivre sur cette terre lui seul, heureux. Hein? Tu ne peux pas être heureuse, toi là, toi seul. Il faut partager le bonheur. Et le bonheur, c'est quelque chose
qui ne s'explique pas, mais qui commence par le fait de voir en face de toi le bien de ta collectivité, c'est-à-dire le gens qui croient à ce que tu fais. Comment faire pour qu'il soit bien? Parce que ça va te retourner, hein, comme un retour à la sincère. D'accord. Voilà. Alors, j'aimerais savoir pourquoi il est interdit à la femme de traverser les pieds de son mari et quelles sont les conséquences. Bon, souvent, C'est Wafobi bon, il y a qui nous envoie ce petites message. questions comme ça, on peut répondre. Il ne faut pas souvent Merci, traverser son mari même quand il est couché, parce que, bon, ça peut faire qu'il ne bande plus bien. Cela dit, son érection, ça peut faire que son érection baisse. Bon, avec le temps, à force de faire ça. À moins que vous soyez une femme sorcière, parce que, comme je le dis là maintenant, une autre femme va dire que comme il cherche trop les femmes, il faut que je commence à lui traverser tout le temps, comme ça. C'est justement pour ça qu'il ne faut pas souvent dire certaines choses à cette antenne patriarche. Voilà, tu comprends. Parce qu'après, il y a des femmes sorcières. Hein. Voilà. Elle va dire, ben, celui-ci, vraiment, je vais le finir. Voilà. Mais professeur, à part ça. Non, ça va, j'ai déjà répondu un peu. Donc, les dames doivent retenir ce soir qu'elles ne doivent plus traverser leur mari, c'est pas normal. C'est pas normal. Et les maris parce aussi que doivent... Pendant des périodes de règles, surtout, et c'est pourquoi on demande à l'homme de ne pas dormir avec la femme, parce que cela est plus mordant dans cette période que... voilà. D'accord. Et encore en période de pleine lune comme ce soir, vraiment... c'est grave parce que la mère lune est là, elle nous écoute, elle brille. Donc, lorsqu'on fait sa demande, vraiment, c'est encore plus puissant. La nature est vraiment ouverte. Bon, maintenant, l'homme doit se coucher comment? Pour ça, nous sommes en ville et on sait bien que les maisons ne sont pas aussi... mais quand madame règle, tu te couches sur une natte. Chez lui, dans sa propre maison. Mais tu te couches sur une natte, ou bien si tu as la chance que tu as un petit tapis, tu dors sur le tapis. Et madame est couchée sur le lit. Oui. Les femmes sont privilégiées. Hein, c'est la reine. Hein, c'est ça. Les femmes ne doivent pas souffrir. D'accord. Hein. Quand elles souffrent, c'est les choses qui arrivent parce qu'elles sont des êtres humains. C'est ce qui est normal. Certaines personnes disent que lorsque leur femme est fâchée, bah, leur journée est à terre, un patriarche. Oui. Tout ce qu'ils font en journée, rien ne marche. Oui, mais surtout quand elle a raison. Oui, oui. Ben, oui. Voilà. Ou alors quand elle est en période de menstrue, elle bavarde, elle, oui, bon, mais elle dit écoute, des choses... Écoute, quand une femme est fâchée parce qu'elle aime se fâcher, ne mets pas dans ta tête que tu auras des problèmes. Non, non. Parce que il y a des femmes qui sont palabreuses. Il y a même des femmes que quand son mari ne la tape pas, elle ne se met pas sexuellement disponible. Il faut qu'elle bagarre d'abord. Pour elle, c'est le fantasme. Donc, elle doit insulter son mari proprement. On ne va pas encourager la violence ce soir. Mais non, je n'encourage pas, je dis la catégorie des femmes. Moi, je suis à la télé pour relater les faits. D'accord. Bon, et quand on relate les faits, que ce n'est pas son opinion, on n'est pas en train d'enfreindre la loi de la communication. D'accord. Voilà. Patriarche, deux personnes spirituelles qui entretiennent des relations amoureuses doivent forcément souffrir avant d'arriver au bonheur. S'il vous plaît, pour le moment, vous pouvez juste envoyer des messages. Les appels se font après l'émission. Professeur. Oui. Vous avez le karma qui vous lie et votre karma peut être un karma de la souffrance. Bon, pour que vous puissiez bien vous élever ensemble spirituellement, il faut bien que ce karma s'affirme en vous. Voilà. Professeur, j'aimerais savoir si la masturbation est forcément motivée par une force mystique. Bon, là, ça peut être ça, comme ça peut ne pas être ça. Bon, il y a des gens, ils se plaisent dans la masturbation, d'autres, ils se plaisent dans les relations sexuelles à tout vent. C'est-à-dire, toute femme est bien pour lui. Bon, lui, il n'est pas dans la masturbation. Donc, il préfère faire l'amour à toutes les femmes
que de se masturber une seule fois. Donc quand il est en difficulté d'avoir une femme, il part la chercher. D'accord. Professeur, je suis au Burkina. Je crois que la situation familiale ne va vraiment pas et moi désespérée qui rencontre beaucoup de problèmes physiques. J'aimerais avoir des conseils auprès de vous. Non, je comprends pas. Je crois que la situation familiale ne va vraiment pas et moi désespérée qui rencontre beaucoup de problèmes physiques, j'aimerais avoir des conseils auprès de vous. Bon, ben là, on va voir si c'est par WhatsApp. C'est pas WhatsApp. On va voir comment échanger avec la personne. Et la personne doit considérer que son problème est à étudier. On ne peut pas le traiter là maintenant. Professeur Herman Yeglipot, j'ai beaucoup de problèmes avec mon épouse. Au départ, elle m'aimait, mais je crois qu'aujourd'hui, elle ne m'aime plus. J'aimerais savoir quoi faire. Bon, ce qu'on va faire, c'est de savoir si c'était un amour sur la base de coups de foudre. Et là, c'est nous donner l'occasion d'étudier le problème ensemble. Voilà. Si c'est un coup de foudre, bon, vous allez comprendre que ce n'est pas la peine de forcer, parce que ce n'était qu'un coup de foudre. Mais si ce n'est pas un coup de foudre et que le sorcier est passé par là, on va chercher à procéder par le retour d'affection. Je vous suis depuis des années. J'aimerais savoir comment s'éloigner des sorciers. C'est Isaka qui nous envoie ce message. S'éloigner des sorciers, c'est de savoir qu'il existe d'abord les sorciers avant qu'on ne s'éloigne d'eux. Des sorciers qui vous en veulent et qui sont autour de vous. Parce que si quelqu'un est sorcier là-bas, ça ne vous regarde pas. Alors ça va nuire à quoi? Ça ne va pas nuire. Professeur Emmanuel Lipot, merci pour l'édification. J'aimerais savoir comment faire pour se rappeler de ses rêves. Se rappeler de ses rêves, c'est déjà une éducation à comment rêver. Et là, on peut à la longue se rappeler de ses rêves. Dire qu'il y a une recette allant dans ce sens, celle-là n'est pas à ma disposition. Professeur, je suis un habitant d'Edea au littoral. Je voudrais savoir, je pourrais entrer dans le spiritualisme par pure vengeance, précisément à cause d'une mort subite de l'un des miens. Patriarche, je suis vraiment stupéfait à cause de cela. Vous n'aurez pas, la spiritualité ne passe pas par la vengeance. Il y a des gens qui s'inscrivent dans la logique de suivre des cours d'éveil spirituel pour aller en guerre contre les sorciers de la famille. Ce genre d'idées rentre dans la prétention. Quand vous faites le veille spirituel, c'est pour protéger les gens, non aller les tuer. La seule chose qui tue facilement le sorcier, c'est la pratique de l'amour envers le sorcier. Si vous avez un membre de la famille qui est sorcier et que vous pratiquez l'amour envers ce membre de la famille, sachez que vous êtes en train de le détruire petit à petit et il va mourir. Bon, mais si vous avez envie d'aller dans le même sens que ce membre de la famille, alors ne vous étonnez pas que lui étant plus fort, parce que ça c'est son domaine d'élection, qu'il vous renverse et vous mourrez avant. Voilà. D'accord. Professeur Herman Yeglipot, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre dernier mot de ce soir? Bon, le dernier mot, c'est que nous sommes dans une émission, nous parlons au public et nous ne parlons pas aux anges. Nous-mêmes n'étant pas les anges non plus. Donc les gens nous excusent si par moment on utilise peut-être des termes qui les choquent ou qui les embêtent. Nous ne le faisons pas dans ce but. Nous le faisons dans un autre sens où nous pensons que on doit secouer le cocotier afin que les noix de coco tombent. Donc on doit secouer les gens afin que le veille spirituel passe par le début de la curiosité de ce genre qui va amener à ce qu'il se pose bien des questions, savoir
cette histoire de veille spirituelle là même, c'est comment. Voilà. Merci, professeur Herman Yaglipot. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. Profitez, faites vos demandes à la mère lune. C'est sûr, elle va vous écouter. Alors, donnons-nous rendez-vous mardi prochain dès 23h. D'ici là, portez-vous bien.